Je vais proposer je suis ravi, on a un super plateau aujourd'hui d'intervenants. Je vais proposer à Pierre de la Mutuelle Générale de commencer ce petit tour de table de présentation. Pierre, dis-nous qui tu es, qui est la Mutuelle Générale et quelle est votre activité. Évidemment, après, on rentrera dans le cœur de vos actions concrètes, mais petit tour de table pour entamer ce webinaire. Alors, Pierre Denis, donc je travaille à la Mutuelle Générale depuis maintenant 5 ans. J'exerce les fonctions de responsable du pôle engagement sociétal à la Mutuelle Générale. Donc, en fait, ça va être toutes les actions qui vont tourner autour de l'engagement sociétal de la mutuelle. Je vous expliquerai tout ça en détail tout à l'heure. La Mutuelle Générale, c'est une des plus vieilles mutuelles de France. Donc, elle a plus de 75 ans d'expérience et d'existence. C'est anciennement la mutuelle des postes et télécommunications. Donc, nous avons deux grands comptes historiques qui sont Orange et La Poste. Et c'est 12 000 entreprises clientes et 1,4 million de personnes protégées avec deux marchés essentiels qui sont 59% sur le collectif et 41% sur l'individuel. Voilà. Et je termine avec le chiffre d'affaires du groupe qui est de 1,3 milliard d'euros. Merci beaucoup, Pierre, pour ce propos introductif. Et Eric, je vous en prie, hein, prenez la suite sur la présentation qui êtes-vous, Eric, Oui. et quelle est l'activité donc, du groupe H2R Mondial? Donc moi, Eric Sanchez, je suis un des directeurs en charge de l'activité sociale du groupe et je m'occupe plus spécifiquement de la partie prévoyance, mais aussi la relation avec l'OCIRP et la relation avec les mutuelles du groupe. Merci beaucoup. Est-ce que Jean-Manuel, tu as réussi à nous rejoindre? Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous vois? Bon, Aurélie, Marion, je vous laisse appeler Jean-Manuel pour pouvoir régler ce petit souci. Je vous propose qu'on commence du coup en attendant et Jean-Manuel nous rejoindra sur sur l'activité plus précise et les actions des groupes comme la Mutuelle Générale, la J2R, la Mondiale et du coup l'OCIRP, hein, l'Union des instituts de prévoyance. Eric, première question. Très précisément, vous pouvez nous dresser un peu le portrait de l'ensemble des activités. On connaît AJ2R sous les activités de retraite complémentaire. C'est par là, avant tout, que les personnes qui sont ici vous connaissent. Mais vous avez d'autres activités. Vous pouvez nous redéfinir un peu c'est quoi votre activité de prévoyance et votre activité éventuellement de complémentaire santé et d'épargne? AG2R La Mondiale, hein, c'est un groupe de protection sociale dit complexe, c'est-à-dire que dedans, il y a à la fois des mutuelles, des institutions de prévoyance, des institutions de retraite, enfin une institution de retraite complémentaire, mais aussi bien sûr une activité d'épargne et de retraite supplémentaire. Moi, je m'occupe vraiment de la partie prévoyance. Donc, en fait, chaque institution de prévoyance en France a la faculté, hein, c'est le Code de la sécurité sociale qui le dit, hein, de prévoir une action sociale au bénéfice de ses adhérents et participants. Donc, c'est pour ça que chez nos collègues, Malakoff Humanis, Clésia ou autres, il y a effectivement une institution de prévoyance qui prévoit une dotation sociale, et un peu comme nos collègues de la retraite complémentaire, au bénéfice de public, mais à partir d'une stratégie et d'orientation qui sont définies par le conseil d'administration de l'IP, l'institution de prévoyance du groupe, et pas définies par une autorité de tutelle comme peut l'être la GERCARCO pour les institutions de retraite complémentaire en France. Voilà, ça c'est de façon très générale. Et sur ces orientations qui sont définies, vous, en tant qu'institut de prévoyance, vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, alors nous, le conseil d'administration a redéfini sa stratégie sur 3 domaines actuellement, fin 2023, l'emploi, la santé et la prévention dans le domaine collectif, et puis dans le domaine individuel, tout ce qui est accompagnement des fragilités, des aidants, des situations, des aléas de la vie ou d'autres sujets de prévention. Voilà, il y a ces deux pans d'activité à chaque fois, hein, dans une IP, c'est assez classique. Et après, chaque institution de prévoyance définit à la fois des thématiques générales et puis des thématiques souvent qui sont associées à son, entre guillemets, portefeuille d'activité. Ça veut dire à la nature ou la typologie des entreprises qui la constituent. D'accord. Oui, parce qu'il y a des négociations d'accords de branche, en l'occurrence, Voilà. qui définissent les activités professionnelles que vous touchez dans le cadre de la prévoyance.
C'est ça, oui. Pour nous, par exemple, Agir Mondiale est considéré comme un groupe qui est souvent présent sur la question des branches professionnelles. Et lorsqu'on est présent sur une branche professionnelle, souvent on dédie une activité particulière à cette branche. Et après, mais Jean-Manuel en parlera pour l'OCIRP aussi, il y a ce qu'on appelle le HDS, le haut degré de solidarité, qui définit aussi dans le cadre de la branche professionnelle des actions possibles au niveau de la branche et qui viennent se compléter de l'action de l'institution de prévoyance par elle-même, mais qui se complète aussi de l'action qu'on mène à travers l'Union OCIRP. Ça fait un peu complexe, mais c'est un peu une sédimentation d'actions qui sont menées par différentes institutions dans un cadre à la fois légal et réglementaire, quoi. En effet, alors si Jean-Manuel a des difficultés à se connecter, on se permettra de se tourner vers vous, Eric, et vers toi, Pierre, justement pour nous redéfinir. Et c'était mes questions que j'avais ensuite. C'est quoi le HDS? C'est quoi? C'est au degré de solidarité, HDS, les 2% HDS, comme on dit dans la prévoyance. Qu'est-ce que c'est et quelles applications concrètes il peut y avoir? Pierre, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur les différentes activités aussi de la Mutuelle Générale concrètes et pourquoi pas commencer directement par ce que toi tu portes et qui est notamment porté par l'action sociale de la Mutuelle et notamment j'imagine le HDS, les actions de la Fondation et de l'Observatoire. Oui, alors moi, je ne vais pas pouvoir vous parler du HDS, mais je vais vous parler en fait des activités moi qui m'incombent. Bon, moi, je ne suis pas directement responsable de l'action sociale à la Mutuelle Générale, mais je suis responsable de tout ce qui est engagement sociétal. Donc, quelque part, je croise aussi cette action sociale. C'est un petit peu différent. Mais je veux néanmoins vous présenter l'action sociale parce que c'est quand même important. C'est même très important. Moi, ce que je voudrais dire avant tout, c'est que la Mutuelle Générale, aujourd'hui, il y a une forte volonté de la direction générale et de notre président, puisque nous avons une double gouvernance en tant que mutuelle. Nous avons une gouvernance d'élus qui sont pour la plupart des anciens syndiqués de la Poste Orange. Anciens, je dis anciens pourquoi? Parce que ce sont des retraités en grande majorité. Âge 73 ans en moyenne. Ils sont répartis sur une centaine de sections sur l'ensemble du territoire français. Ça fait à peu près 1500 élus et c'est une force de frappe en fait en termes de vie mutualiste. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va appeler vie mutualiste, c'est toute l'animation qu'ils vont pouvoir porter sur le terrain, eux en tant qu'élus de la Mutuelle Générale, avec des parties prenantes, quelles qu'elles soient, des associations ou autres, pour faire de l'information et de la prévention vis-à-vis de nos adhérents, vis-à-vis de tout public, vis-à-vis de leurs proches, vis-à-vis d'eux-mêmes. Voilà. Alors, je vais essayer d'être assez bref parce que je ne voudrais pas endormir tout le monde. Et puis surtout, alors j'ai prévu quelques slides, mais ce que je voudrais, c'est surtout que, Titouan, tu m'interrompes s'il y a des questions que tu veux me poser en cours de route, n'hésite Bien pas. sûr. Ou si tu vois que J'hésiterai pas. que ça commence à ronfler de l'autre côté de l'écran. Voilà. Alors, je vais simplement basculer sur ma présentation. Oui, Voilà. normalement, tu as la possibilité de Oui, faire un partage d'écran. Et on voit bien ton écran, c'est bon. voilà, parfait. Très bien. Tu peux te mettre en plein écran même d'ailleurs si tu souhaites. Oui. Alors moi, je vais vous parler dans un premier temps de l'action sociale dont je ne suis pas responsable. Mais voilà, comme disait Eric, nous avons un devoir d'action sociale vis-à-vis de nos bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est qui? Ce sont les adhérents de la Mutuelle Générale qui sont couverts en santé et qui peuvent solliciter une aide au titre de l'action sociale. Les fonds, où est-ce qu'on les trouve? Très clairement, ce sont des fonds qui sont financés sur les excédents de dotation de la mutuelle et qui sont votés chaque année lors de l'Assemblée générale. Et puis les aides, alors de quelle nature elles sont? Ce sont des aides individuelles pour faire face à des dépenses exceptionnelles liées à la maladie, au handicap, les aides institutionnelles, pour venir en complément des aides institutionnelles, comme la MDPH par exemple, sont des prestations supplémentaires qui viennent s'additionner à tout ce qui existe aujourd'hui légalement avec la sécurité sociale. Et puis, ce sont des aides d'urgence en cas de catastrophe naturelle. Aujourd'hui, alors, j'ai les derniers chiffres, je viens d'avoir les derniers chiffres. Sur 2023,
on a dépensé 3 millions d'euros, ça représentait 3 millions d'euros versés quand même au titre de l'action sociale vers nos adhérents. Donc plus de 6 000 adhérents ou ayants droit qui bénéficient de cette aide. Comme je le disais, des aides de l'aménagement, ça va pour tout ce qui est personnes en situation de handicap, dépendance, accidenté, gravement malade, etc. C'est aussi des dossiers qui sont analysés en fonction du revenu de chaque personne. Donc il y a une commission, il y a tout un circuit, un process entre le moment où la personne fait la demande et le moment où on lui verse les fonds. Eh ben, il y a une analyse complète du dossier pour voir si cette personne rentre dans les critères d'éligibilité pour bénéficier en fait de notre aide d'action sociale. Donc ça peut être des dépenses de type handicap, dépendance, comme je disais, psychologique, accompagnement, urgence suite aux catastrophes, etc. L'exemple de délai de traitement, donc le délai moyen de réponse sous réserve de la complétude du dossier, il est de 1 mois. Et en cas d'événement climatique, il est de 2 jours ou de catastrophe naturelle. Le montant moyen de l'allocation, il est de 1 000 euros. Et le montant maximum versé, il était de 3 000 euros. Ça peut être 3 000 euros pour un aménagement de domicile, par exemple. 75% des dossiers, donc des demandes qui nous parviennent, reçoivent un avis favorable. Et les refus, ils sont essentiellement liés aux ressources du foyer. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a une équipe qui analyse les dossiers, qui les passe au crible et qui ensuite les envoie en commission. Et la commission statue sur le fait du versement ou pas de l'allocation en fonction du contexte familial, du contexte tout simplement de la situation de demande de la personne et de ce qu'elle demande. Voilà. Je vais vous parler maintenant de la fondation d'entreprise de la Mutuelle Générale. Alors, c'est une jeune fondation dont je suis le délégué général depuis un peu plus de 2 ans. Cette fondation, elle a été créée en novembre 2021. L'ensemble de ces actions, elles s'inscrivent sur des thématiques bien précises, mais au-delà de ça, ce sont vraiment les valeurs de solidarité, d'entraide mutualiste et entre générations que l'on souhaite mettre en avant à travers cette fondation et qui est principalement portée par les élus. Elle a une gouvernance composée de 15 membres. Donc, c'est important de dire que le conseil d'administration a une partie de représentants internes qui sont en majorité des élus, dont un représentant du personnel. Et puis, on a 5 personnalités qui viennent de l'extérieur, qui sont d'horizons différents. Et vous voyez, on a d'ailleurs le patron de l'action sociale de Clésia, qui fait partie de ce collège des 5 experts externes de la Fondation. Alors, la Fondation, elle porte sur 3 grands axes. Donc, améliorer la qualité de vie, renforcer la solidarité intergénérationnelle et puis le bien vieillir. Alors, quand on part de là, voilà, c'est une jeune fondation. On s'est cherché pendant 1 an. Maintenant, on a trouvé une allure de croisière. Créer une fondation d'entreprise dans une entreprise comme la Mutuelle Générale, c'est vraiment porteur de sens, porteur de valeur. C'est quelque chose qui nous permet aussi de communiquer à l'extérieur, de faire connaître aussi notre engagement sociétal auprès d'autres partenaires. C'est aussi l'occasion d'échanger avec des partenaires, des associations. C'est un appel à projet qu'on mène tous les ans, je vais revenir dessus. Et c'est une dotation de 500 KE par an sur 5 ans, donc 2,5 millions d'euros. C'est la moyenne, je dirais, pour ce type de fondation d'entreprise. On n'est ni trop bas ni trop haut, voilà, en termes d'engagement au niveau du numéraire. L'appel à projet, donc on a un appel à projet externe que Silver Valley connaît bien puisqu'il nous aide aussi à le faire connaître et je les remercie sur leur écosystème. Donc au mois d'octobre de chaque année, on a des thématiques relativement différentes, mais toujours sous l'angle du bien vieillir. Cette année, on était sur les maladies neurodégénératives et sur l'isolement des personnes âgées. On a retenu seulement 2 projets. On a eu plus de 130 projets qui se sont présentés à nous. On a un système de notation.
avec un jury, avec également Titouan qui est ici présent, qui nous accompagne lors de l'évaluation des projets, et le conseil d'administration qui a des grilles d'évaluation et qui note tous ces projets pour élire les projets qui intéressent plus particulièrement la Fondation et qui remplissent vraiment tous les critères d'éligibilité de la Fondation. Cette année, on a élu un jeune porteur de projet. On va faire une expérimentation pour valider un dispositif sous forme d'une application mobile et un dispositif de capteur au domicile pour aider les couples aidants-aidés à atteindre la maladie d'Alzheimer. Et on va faire un test pour valider en fait ces capteurs et valider cette application dans leur utilité au domicile. Alors, j'en profite d'avoir une audience importante aujourd'hui pour dire que la fondation d'entreprise de la Mutuelle Générale n'a pas vocation à financer des startups, mais elle a vocation à financer des expérimentations ou en tout cas des projets d'intérêt généraux. Ce qui est très important parce qu'on a beaucoup de porteurs de projets qui nous écrivent, qui veulent du financement. On ne peut pas financer des entreprises, on ne peut pas financer des activités lucratives. Par contre, ce qu'on peut financer, ce sont des expérimentations ou des études qui vont faire qu'on va valider les travaux pour que, et c'est le cas de ce qu'on fait dans le projet que je viens de vous citer sur Alzheimer, pour valider en fait une application, valider un système, valider des applications au domicile par exemple, et faire en sorte que l'entreprise ou la start-up puisse ensuite poursuivre son activité et se développer. Mais on finance aussi beaucoup d'associations, des grosses associations, des petites. Il n'y a pas de critères là-dessus. Nous, ce que l'on souhaite, c'est financer avant tout des projets innovants, des projets qui ont un intérêt et qui s'inscrivent toujours dans quelque chose de très concret, dans la vraie vie des utilisateurs finaux. Vous pouvez aller voir le site de la Fondation, donc en ligne, fondation.lamutuellegénérale.fr, et je vais passer à l'Observatoire solidaire. Donc l'Observatoire solidaire que je dirige également, c'est avant tout, il faut le considérer comme un think tank. Donc c'est un écosystème de la Mutuelle Générale qui a maintenant plus de 4 ans, qui en fait porte sur les salariés dans l'entreprise. Et notre idée, en fait, quand on l'a créé, c'était de mettre en place, on va dire, faire en sorte que les entreprises s'emparent du sujet et que les entreprises passent à l'action sur le sujet des salariés aidants. Qu'elles se rendent compte qu'en fait, c'est un sujet extrêmement important dans l'entreprise et qui peut apporter une vraie dynamique dans l'entreprise et un vrai sujet de solidarité. Donc c'est pour ça que ce sujet nous tient particulièrement à cœur, en plus du fait que dans la fondation, on finance aussi beaucoup de projets sur les aidants, par ailleurs, mais pas seulement. Et voilà, donc l'Observatoire solidaire, il est composé d'un conseil d'orientation de 11 experts. Ce sont des gens qui viennent de la société civile, qui viennent d'associations, d'entreprises. Il y a des porteurs de projets, il y a des médecins, il y a des sociologues. Et en fait, ce conseil d'orientation, il a pour objet en fait de valider les travaux de l'observatoire. Alors, c'est quoi les travaux de l'observatoire? L'observatoire, chaque année, définit une feuille de route sur le sujet des salariés en entreprise et va décliner en fait cette feuille de route sous forme d'ateliers tout au long de l'année qu'on va mener avec des partenaires, avec des associations, avec des experts, des médecins, etc. Il y aura des membres du conseil d'orientation qui seront impliqués également. Et puis, ça va donner lieu à une restitution de tous ces travaux sous forme de résultats très pratico-pratiques. Et en fait, ce que l'on souhaite, c'est mettre à disposition du plus grand nombre et des entreprises, tout particulièrement des DRH, en diffusion et en partage, en fait, tous ces outils qu'on aura pensés tout au long de l'année, qui seront continuellement, on va dire, affinés en gestation et qui permettront en fait de donner des repères à tout un chacun au sein des entreprises pour avancer sur la mise en place de solutions très concrètes pour leurs salariés qui rentrent en situation d'aidance. Alors, on a un baromètre annuel tous les ans qui permet de restituer en fait une photo à un instant T
de ce qui se passe au niveau des entreprises. Est-ce que les entreprises, elles ont avancé ou pas sur le sujet des salariés aidants? Et on voit que ça stagne pour le moment. Mais on voit aussi que quand une entreprise s'empare du sujet, puisqu'on fait un baromètre miroir, donc ce sont 1600 salariés qui sont interrogés, on est associé avec l'Institut Occurrence et l'IFOP, 1500 salariés qui sont interrogés sur qu'est-ce que vous pensez de ce que met en place votre entreprise pour les salariés aidants? Et ce sont des salariés qui sont aidants ou non aidants. Et donc, ce baromètre, il va nous permettre en fait de voir comment évolue l'opinion de ces salariés. Et on fait un baromètre miroir donc sur la Mutuelle Générale et on s'est aperçu que la Mutuelle Générale, depuis qu'on a pris à bras le corps le sujet et qu'on a mis en place des solutions, a pris presque 20 points d'indice dans le baromètre. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que quand une entreprise s'empare du sujet, c'est la preuve par les faits, hein, c'est que ça marche. Voilà. Et ça crée une dynamique au sein de l'entreprise. Alors, au-delà des salariés aidants, c'est aussi instruire un sujet de solidarité au sein de l'entreprise et c'est aussi mettre en place une dynamique. Et là encore, je voudrais remercier notre direction générale et notre président qui sont extrêmement impliqués et je pense qu'on ne pourrait pas faire tout ça sans leur implication et leur affirmation sur le sujet. Alors, pour terminer sur l'Observatoire solidaire, vous voyez qu'il y a un certain nombre de parties prenantes. Ça va jusqu'aux élus de la Mutuelle Générale, ça va aux associations, ça va aux adhérents, à nos adhérents, les entreprises clientes de la Mutuelle Générale qui nous demandent des informations, les salariés de la Mutuelle Générale, évidemment, ce que je viens de dire, et puis on cherche à recruter, bien sûr, tous les ans de nouveaux DRH, des acteurs de l'entreprise pour venir nous aider sur les ateliers et faire avancer, faire bouger les lignes avec nous. Voilà. J'ai terminé Titouan. Ce que je peux dire simplement en conclusion, moi j'ai un parcours atypique. Mon responsable de pôle engagement sociétal au sein de la Mutuelle Générale, c'est quand même un poste un peu pionnier parce que ça couvre, vous avez vu, beaucoup de choses qui sont liées à l'engagement sociétal. Moi, j'ai été très investi sur les aidants à titre personnel, je le suis toujours, mais pas seulement. Je trouve que c'est quelque chose qui fait sens dans une mutuelle, c'est quelque chose qui fait sens au niveau de nos entreprises parce que c'est ma conclusion, hein, c'est que ce pôle, il a été il vient d'être mis en place, c'est tout récent, ça date depuis 3 semaines, dans une direction RSE. Donc en fait, l'engagement sociétal à la Mutuelle Générale fait partie complètement prenante de nos engagements RSE. Voilà, et je voudrais terminer là-dessus parce que je pense que ça apporte une réflexion importante et une vision globale importante à ce qui fait sens au sein de nos entreprises aujourd'hui. Merci beaucoup, Pierre, pour tous ces détails sur les actions concrètes que vous mettez en œuvre au sein de la Mutuelle Générale. J'aurais une petite question encore juste après, mais je vais laisser la place évidemment aux autres intervenants et je vois que Jean-Manuel est connecté. Jean-Manuel, bonjour, bienvenue et désolé de ce contretemps technique. Écoute, je me tourne vers toi, Jean-Manuel. Est-ce que tu peux te présenter et présenter l'OCIRP dans son ensemble? Revenons aux fondamentaux aussi de la prévoyance. Merci Titouan, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi de participer à ce webinaire. Le CIRP est une union d'institutions de prévoyance, donc nous fédérons la majorité des institutions de prévoyance en France. Nous sommes la seule union et depuis déjà un certain nombre d'années, nous travaillons sur ce qu'on appelle la perte d'autonomie et sur l'autonomie. Donc, on a été pionnier sur ce sujet et j'ai vu passer un certain nombre de ministres sur cette thématique. Et puis, la loi ASV a fait apparaître le fait que les aidants étaient un sujet important d'accompagnement des aidés. Et donc, on voit bien que
Et comme le dit notre ami du CCAH, c'est un couple aidant-aidé qui fonctionne, et le couple aidant-aidé, c'est un sujet. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que l'aidant, c'est un sujet transverse. L'aidant, ce n'est pas s'occuper de personnes âgées, pas forcément, pas que. C'est s'occuper de personnes âgées en perte d'autonomie, mais il faut aussi s'occuper de personnes en situation de handicap, et là, c'est tout au début ou au cours de la vie, et de personnes en maladie chronique. C'est la définition de l'article 51 du Code des familles sur cette thématique, et ça, c'est important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un aidant, c'est transverse à beaucoup de situations sur cette thématique. Et donc, le CIRP, là-dessus, est un acteur assurantiel. Alors, le mot assurance, c'est pas un gros mot, hein. L'assurance, c'est un mot générique. Et donc, on assure des personnes en perte d'autonomie, et nous travaillons aussi sur la protection et l'aide aux personnes en situation de handicap, bien sûr, et des aidants. Et les aidants, c'est un vrai sujet. Alors, vous savez, j'ai l'habitude de dire que dans la société, on a 3 chocs, on a plutôt 3 transitions. Une transition environnementale et écologique, on a une transition numérique et digitale, et on a une transition démographique. Je ne parlerai plus de transition démographique, mais plutôt de choc démographique. C'est qu'aujourd'hui, on est rattrapé par ce phénomène de choc démographique qui est moins de naissances et un allongement de l'espérance de vie. Donc, depuis quelques années, et on a un observatoire régulier que nous présentons le 6 octobre à la Maison de la Radio, mais aussi au CESE, sur les données que nous avons de notre observatoire, qui a eu pour thématique l'année dernière les salariés aidants, coûts et richesses pour l'entreprise. Alors, pourquoi on l'a fait, coûts et richesses pour l'entreprise? Effectivement, pour le salarié aidant, c'est un coût, c'est-à-dire qu'il va passer du temps à titre individuel, il va passer du temps où il ne sera pas rémunéré parce qu'il va falloir qu'il prenne des jours, il va passer du temps aussi financier à financer aussi, je dirais, son aidant. Mais pour l'entreprise, c'est aussi un coût caché. Un coût caché, c'est qu'il ne se rend pas compte que la personne aidante, eh bien, il est là, mais il n'est pas là. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, bah, effectivement, il n'est pas dans l'entreprise, mais quand il est là, il y a le phénomène d'absentéisme et présentéisme. C'est-à-dire le présentéisme, je suis là, mais je ne suis pas là parce que ma tête est aussi ailleurs. Et donc, on a évalué ça sur des données françaises, parce qu'il y a beaucoup de données qui se font, qui sont d'origine anglo-saxonne, qui sont largement, on va dire, surestimées je dirais, dans les données économiques françaises et salariaux. En gros, pour une entreprise, on va dire, théorique de 100 salariés, ça coûte 10% de la masse salariale, vous voyez. C'est à peu près ça. Et l'idée, aujourd'hui, on est dans un défi entre le déni d'être aidant, qui est la logique aujourd'hui des salariés aidants. Ils sont dans un déni parce qu'à 25%, ils veulent bien se reconnaître aidants, mais à 75%, ils ne le sont pas parce que j'ai le déni d'être aidant et je ne veux pas le faire savoir à ma hiérarchie. Et l'autre côté, vis-à-vis des entreprises, c'est le tabou de dire « je sais que c'est un sujet, mais je ne veux pas le traiter parce que c'est une espèce de boîte de Pandore. Qu'est-ce que je fais si j'ouvre ça et comment je vais le gérer ?» Et comment je vais le gérer, et les ressources humaines, en général, sur ça, sont loin d'être proactives. Donc, on a un phénomène, ce que je dis régulièrement, c'est déni multiplié par tabou. Ça veut dire qu'on connaît le sujet, on l'a compris, on est au milieu du gué, c'est-à-dire au milieu du gué de cette logique, et cette logique, on va dire, sur les danses, et pour autant, les partenaires sociaux, aussi bien organisations patronales qu'organisations salariales, on commence à prendre conscience de ce sujet. Donc, on a un sujet d'acculturation, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les gens soient de plus en plus sensibilisés à ce dossier, sensibilisés à cette notion d'aidant et d'aider,
et de se dire, eh bien, ça fait partie de la vie. Et dans la vie, on sera aidant plusieurs fois, une fois, deux fois. On le sera peut-être au début, on le sera aussi en fin de vie. Et tout ça, si vous voulez, ça fait partie d'une évolution de notre société face à cette démographie qui est, d'une certaine façon, un long fleuve tranquille, parce que d'une certaine façon, on sait très bien qu'on va vieillir. Alors, on va espérer de vieillir mieux aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément aujourd'hui complètement fait. On voit bien que le problème des EHPAD, ce qu'on appelle le virage domiciliaire, est un point important, c'est-à-dire qu'on se dit, vaut peut-être mieux vivre à domicile qu'aller en EHPAD. Donc ça, c'est un vrai sujet pour les Français. Et de se dire, mais comment je vais associer le fait qu'être aidant, je vais devoir gérer une personne, plusieurs personnes ou des personnes sur ce sujet. Et là, c'est un vrai défi qu'on a de notre société, et c'est un vrai défi aussi assurantiel. C'est-à-dire qu'il va falloir leur apporter des fonds pour les aider, leur apporter des capitaux, en tout cas des rentes, et puis en même temps des services associés pour leur permettre, d'une certaine façon, d'être un acteur et de continuer à être dans l'entreprise. Parce que être aidant, si je ne suis plus dans l'entreprise, des fois l'entreprise est une respiration en disant oui, mais je sors de mon environnement qui est des fois difficile et pour différentes raisons, et l'entreprise me permet aussi de voir autre chose. Et donc on voit bien qu'être aidant, c'est complexe. Et il n'y a pas un aidant, mais il y a des aidants. Et donc, le CIRP a réalisé plusieurs choses. Un observatoire qu'on a présenté le 6 octobre avec l'Institut Vavos, mais aussi la NDRH, la Compagnie des aidants et l'ORS. Et nous avons fait la même année, en 2023, un ouvrage qui s'appelle « Dessine-moi un aidant ». Et je dirais en conclusion, j'en veux beaucoup à l'imprimeur, parce que « Dessine-moi un aidant », il s'est trompé. C'était « Dessine-moi une aidante ». Parce qu'à 62%, les aidants sont des aidantes. Donc, vous avez ça sur le site internet de l'OCIP en diffusion, en version numérique. Je ne donnerai pas des chiffres parce qu'il y en a, il n'y a pas un chiffre, mais il y a une centaine de chiffres, donc c'est pas essentiel. Les seuls chiffres qu'il faut prendre en compte, c'est que je rentre dans les danses à 35 ans. Donc, vous voyez, on est un junior. Quand j'aide, c'est 10 heures par semaine. Quand j'aide, c'est 5 ans par an, et que globalement, les aidants, ils ont un tout petit problème de santé physique et santé mentale, en disant comment je vais pouvoir assumer cette charge qui d'une certaine façon, m'incombe pour différentes raisons, et comment je fais la conciliation entre une vie d'aidant et une vie professionnelle, ce qu'on appelle la QVT. Et donc, je dirais qu'on a deux portes d'entrée. La première porte d'entrée, qui est généraliste, c'est la protection sociale sur ça. Et ce n'est pas de la santé, c'est de la prévoyance. C'est-à-dire qu'il faut aider la personne à faire ça, même si ce sujet-là est un sujet de santé. Et la deuxième porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Je faisais une conférence hier sur ces thématiques. Et ce sujet-là est aussi un sujet RSE en disant les entreprises doivent pouvoir aujourd'hui rentrer dans cette thématique, et je trouve que c'est assez valorisant. Je faisais hier une conférence sur ce qu'on appelle la CSRD, c'est-à-dire la responsabilité sociale et la durabilité des entreprises, et derrière, on a un slogan qui s'appelle ESG, environnement, social et gouvernance. Je vous remercie de votre attention. Jean-Manuel, on voulait, merci beaucoup déjà, merci beaucoup, et on voulait te laisser l'honneur avec Eric et Pierre de définir ce que c'est le HDS. Et ensuite, je me tournerai vers Eric pour les actions concrètes de l'usage de ce HDS chez H2R La Mondiale. Mais je te laisse le définir. D'accord. Alors l'HDS, en réalité, ça s'appelle DES, degré élevé de solidarité, mais le CIRP, on a fait un label haut degré de solidarité. Le haut degré de solidarité, c'est très simple et très compliqué. On était dans une logique avant de désignation, on est venu dans une logique de recommandation au vu de l'ANI, et cette recommandation impose aux partenaires qui sont choisis assurantiels
de donner 2% de leur cotisation pour donner des fonds sociaux. Alors, fonds sociaux à la branche, hein. On ne parle pas d'entreprise, on parle de branche. Et ces fonds sociaux ont 3 finalités. La première finalité, c'est l'acquisition d'une complémentaire santé, normale. La deuxième définition, pas définition, mais objet, c'est de permettre aux entreprises de faire de la solidarité et de la prévention en termes de, comment dirais-je, de prévention sur les maladies et sur les accidents du travail, ce qu'on appelle la TMP. Et la troisième objectif, c'est l'action sociale, qu'elle soit collective ou individuelle. Et dans cette action sociale, un certain nombre de branches aujourd'hui ont mis en place de l'aide aux aidants. Alors, on ne dit pas aide aux aidants, on dit aujourd'hui aide aux aidants familiaux. Vous voyez, on ne devrait plus avoir ce vocabulaire, on devrait dire proche aidant, mais c'est l'ancien vocabulaire. Et un certain nombre de branches ont mis en place ces thématiques pour permettre aux personnes dans les branches professionnelles de dire, eh bien, moi, je peux, indépendamment d'une action sociale que les IP ont toujours développé, et la G2R est un excellent promoteur, je dirais, de la protection sociale et de l'action sociale, comme les autres, mais que sur ce sujet-là, on a une filière parallèle qui s'appelle le HDS. Et le HDS permet effectivement de demander des fonds, bien sûr sur dossier, à permettre à ces aidants familiaux eh bien, d'avoir une aide complémentaire. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Manuel. Eric, justement, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous donner véritablement des applications concrètes de ce HDS qui sont mises en œuvre chez le groupe AG2R La Mondiale? Alors non, mais pas parce que je refuse, mais simplement parce que, comme l'a dit Jean-Manuel à l'instant, en fait, dans les IP, il y a vraiment ce qui a été fait maintenant au niveau des groupes et des branches, et ça, c'est le degré effectivement élevé de solidarité, donc ça, c'est moi, c'est un collègue qui s'en occupe. Moi, je m'occupe spécifiquement, ce qu'il a évoqué dans une partie de son intervention, Jean-Manuel, c'est vraiment de l'action sociale de l'IP, c'est-à-dire ce que l'institution de prévoyance décide sur ses résultats techniques d'affecter à une action sociale particulière, au bénéfice de ses adhérents et participants. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un millefeuille. Bon, mais ça, c'est une spécificité française un peu connue dans le monde, d'ailleurs. C'est vraiment ce côté, j'ai un certain nombre d'acteurs qui décident sur des fonds de branche, sur des fonds d'institutions, sur des fondations d'entreprise, comme Pierre l'a évoqué tout à l'heure, ou d'autres façons, en fait, de dédier une action particulière avec sur des recettes ou sur des bénéfices qui sont orientés, puisqu'on n'est pas des entreprises qui faisons des bénéfices de ce point de vue, hein, en tout cas du point de vue de l'institution de prévoyance, qui est à vocation, par rapport à ce que disait tout à l'heure Pierre, à vocation paritaire, c'est-à-dire que ce sont les représentants des collèges employeurs et salariés qui constituent la gouvernance. C'est pour ça qu'on dit qu'on est un groupe à la fois paritaire et mutualiste, puisqu'il y a la mutuelle dans l'entreprise, mais aussi l'institution de prévoyance. Donc en fait, c'est vrai que je comprends que ce ne soit pas toujours évident. L'Union au CIRP fédère sous son égide des IP pour des activités particulières et aussi l'action sociale qui est faite avec l'OCIRP, mais aussi on reçoit une autorisation d'utilisation de fonds de l'OCIRP pour développer une approche complémentaire au sein de l'institution de prévoyance. Et en plus, l'institution de prévoyance dédie sur ses résultats techniques, on va dire, pour nous, c'est 3 millions d'euros par an, une action sociale particulière au bénéfice des entreprises et des salariés adhérents. Donc, c'est sûr que quand on voit tout ça, pour moi, la difficulté majeure, c'est d'apporter l'information aux personnes. Voilà, ça, c'est très important. D'autant plus quand ce ne sont pas par rapport à mes collègues de l'Agir Carco, où là, il y a une relation un peu directe, puisque ce sont des allocataires Agir Carco auprès de qui on peut écrire et tout. Quand on est, par exemple, pour nous, dans une institution de prévoyance, on est en relation avec des entreprises adhérentes. Donc, il faut arriver à être suffisamment attractif dans l'information qu'on fait passer à l'entreprise pour que sur des sujets qui ont été évoqués, hein, l'absentéisme, la question des aidants, la question de la prévention, de la santé, de la conciliation des temps de vie pro et personnel, voilà, qu'on puisse être suffisamment intéressant pour l'entreprise pour qu'elle dise qu'est-ce que vous développez derrière et comment je mets à disposition cette information et cette action auprès de mes collaborateurs. Voilà. Et ça, derrière, ça se croise aussi avec la question des branches professionnelles, où là, et Jean-Manuel l'a dit tout à l'heure, où ce sont les branches qui décident maintenant, avec ce degré élevé de solidarité, d'avoir une action spécifique par rapport aux spécificités de cette branche professionnelle. Par exemple, nous, on est la branche de la coiffure, la branche des professions de l'alimentaire. Voilà, les sujets
sociaux, notamment qui concernent ces branches professionnelles, ne sont pas les mêmes que dans d'autres branches professionnelles. Par exemple, nos collègues de Clésia avec les transports routiers. Donc, ça veut dire que là aussi, il y a une singularité de la démarche, c'est de dire comment on adapte, un peu comme dans la médecine personnalisée et participative, comment on adapte l'action, on va dire, à la singularité des publics. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est apporter de l'information, sensibiliser, donner envie de s'en saisir. Et puis, moi, je dirais une démarche importante en croisant ce que mes collègues précédents ont évoqué. Pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir une démarche d'évaluation en amont et en aval de l'action. Hein. Voilà, qu'on parle d'impact social, de mesures d'impact ou autre, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est de se dire, est-ce que les fonds qu'on utilise, on le fait à bon escient? Est-ce que c'est efficace et efficient? Et on en doit quelque part pour moi une obligation de justifier de cette bonne utilisation et de la bonne destination des fonds. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper, parce que sinon on ne ferait plus rien en France, mais ça veut dire qu'on doit pouvoir à un moment donné justifier que est-ce qu'elle a eu un effet positif dans le quotidien des personnes ou pas? Sinon, est-ce qu'on doit ajuster des choses ou sinon est-ce qu'on doit l'abandonner parce qu'elle ne trouve pas tout simplement son public et il faut pouvoir accepter de l'abandonner. Est-ce que vous pouvez du coup nous donner un exemple un peu concret, Ouais. Eric, là-dessus, justement, ce qui fait la spécificité d'AG2R sur un accord de branche, un service, une action que vous aviez pu mettre en œuvre? Alors, spécificité, alors je vais parler d'une démarche de prévention. Le terme est un peu bateau, hein, puisque tout le monde cherche, hein, bien sûr, à travailler sur cette question, qui croise l'inactivité physique qui est croissante dans le pays, avec les questions de sédentarité qui est aussi croissante. C'est ce qui fait qu'on n'est pas très bon sur ce qu'on appelle l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire l'âge au-delà duquel on va sans avoir besoin d'avoir des compensations médicamenteuses ou médicales ou techniques. Voilà. Et du coup, de ce point de vue, on a une longévité qui est plus importante en France que d'autres pays européens, mais on rentre plus tardivement en dépendance. Mais par contre, on a un certain nombre de situations d'incapacité qui font que ça a un coût sur la collectivité et un coût, bien sûr, sur l'environnement familial, amical et professionnel. Voilà, de ce point de vue. Donc moi, une démarche qu'on a initiée depuis quelques années, c'est un peu mon dada, c'est une démarche de prévention et de savoir comment on fait pour arriver à avoir une forme de coalition d'action, ou en tout cas de plateforme d'action, qui permettent aux personnes de modifier des comportements dans la durée, que ça bouge un peu ce que l'OMS appelle la classification internationale fonctionnelle, le CIF, c'est-à-dire les domaines de la vie fonctionnelle qui fait que vous allez modifier votre humeur, votre sommeil, votre hygiène de vie, votre nutrition, votre relation à l'autre, vos interactions sociales. Et c'est ça qui fait au final que les personnes vont mieux, du coup consomment moins de traitements médicaux, qu'ils soient psychologiques ou chimiques, voilà, et vont plus aller vers l'autre, vont se sentir mieux au quotidien. Donc, on a commencé par une démarche, nous, de se dire comment on peut promouvoir ce type d'action. Donc, on est sur un panel d'actions qui est assez connu maintenant, hein, tout ce qui est de l'ordre de la nutrition, tout ce qui est de l'ordre de l'activité physique adaptée, qu'on appelle souvent le médicament du XXIe siècle, et tout ce qui est de l'ordre du bien-être psychologique, auquel moi je rajoute aujourd'hui la notion de communauté et d'interaction sociale. Dans toutes les études actuelles, on voit bien que la notion d'interaction sociale est absolument fondamentale pour aller au-delà de la simple appropriation de techniques, que ce soit des activités physiques, de la nutrition ou des techniques de bien-être psychologique. Donc, on a construit au fur et à mesure avec un partenaire une plateforme qu'on a destinée d'abord, pour vous montrer un peu la trajectoire dans le groupe, au niveau de l'Agir Carco. Donc, on a ajusté ça, on l'a assis sur une démarche d'auto-évaluation avec des outils scientifiques. Avant, on mesure la classification fonctionnelle des personnes avec des démarches d'auto-évaluation en peu de temps pour pas les assommer d'ennui. Ensuite, on fait cette démarche sur plusieurs mois et ensuite on fait une évaluation en visant à voir si ça a amélioré les troubles de l'humeur, de l'anxiété, est-ce que les gens se sentent mieux, est-ce qu'ils ont moins d'idées noires au réveil, etc. Donc c'est ce qui nous a permis d'avoir un taux de NPS, aujourd'hui c'est connu en France, hein, le Net Promoter Score, donc un taux de NPS de 82 qui est quand même assez stratosphérique. Et depuis, moi je l'ai repris en faisant évoluer dans la partie prévoyance en disant si ce qui fonctionne sur la partie retraité, est-ce qu'on peut le faire sur la partie prévoyance, donc pour des personnes en situation d'activité professionnelle qui ont souvent moins de temps, qui ont il faut se mobiliser d'une autre façon. Ce que j'ai oublié de dire également, c'est que comme on l'a fait en plein Covid en même temps, il a fallu qu'on bouge
le programme en le faisant de présentiel en distanciel. Et ça nous a permis également de mesurer, plutôt que d'avoir des idées toutes faites en disant mais à distance c'est moins bien, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que scientifiquement, ça bouge le comportement des personnes dans la durée? Ben oui, il y a un effet positif et vertueux sur ça, à partir du moment où vous adjoignez un certain nombre de paramètres vertueux qui sont ce que j'évoquais, la communauté des personnes, l'échange entre pairs, créer une newsletter qui fait que, voilà, il y a un certain nombre de variants qu'on a mesurés, qu'on a évalués scientifiquement, qui font que ça fonctionne. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, pour moi, c'est la qualité des activités, bien sûr la qualité des professionnels, mais aussi la qualité des interventions. Ce n'est pas parce que c'est fait dans le domaine de l'action sociale que ça doit être cheap, excusez-moi du terme un peu vulgaire. Voilà, ce n'est pas juste quelque chose de pas terrible parce qu'on dit on va faire ça et puis la personne finalement elle va s'en contenter. Donc on a donné les moyens de faire du qualitatif de haut niveau, que ce soit audiovisuel ou écrit, de ce point de vue. Donc ça, c'est aussi un facteur d'attractivité dans la durée. Et ensuite, après, il y a la question, et votre patron, que je connais bien, Romain Gadot, il est attaché à ça, Romain, il a raison, c'est la question du modèle économique. C'est de se dire, si on fait quelque chose de très bien, mais qui coûte 1,5 bras tout le temps à tout le monde, ben, où est le modèle et comment on va faire pour le faire perdurer dans la durée? Donc là, l'idée du modèle, c'est de se dire, puisqu'on est en distanciel, qu'on peut automatiser des choses et qu'on peut créer des communautés entre pairs, qu'est-ce qu'on fait pour que le coût économique soit pris en charge par des institutions comme la nôtre, peu importe le nom, mais qu'à terme, il puisse y avoir une co-contribution, mais modeste, de quelques euros ou quelques dizaines d'euros, et non pas des milliers d'euros dans l'année, parce que sinon, ça veut dire que votre modèle, vous pouvez soit le faire sur une niche, et ça me va bien, d'action sociale pour des publics particuliers, des personnes en situation de fragilité, ben, par exemple Jean-Manuel pour les publics en situation de deuil. Voilà, ça veut dire que là, on a un public auquel on va proposer beaucoup d'efforts, mais aussi… Oui, quelqu'un m'interrompait, non? Ah non, Non, je il y a eu croyais. un petit peu de… Donc, et ça veut dire que si c'est ça, moi, ce que je recherche derrière, c'est si le modèle est tenable, assis solidement d'un point de vue scientifique et que dans la durée, il fonctionne, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ensuite pour l'essaimer et le co-construire avec d'autres, parce qu'on n'a pas vocation, nous, à en rester unique propriétaire, mais de dire pour que ça atteigne aussi d'autres couches de la société, en termes y compris de santé publique, parce que ça intéresse tous les citoyens que nous sommes. Voilà un peu une démarche très concrète qu'on construit et qu'on propose ensuite à des branches professionnelles, qu'on propose à des entreprises adhérentes chez nous qui nous disent mais comment je fais aussi pour relier le sentiment d'appartenance et d'investissement des salariés dans l'entreprise, en offrant quelque part ce type de programme et en montrant que ça permet d'avoir une fidélisation particulière, que ça permet de réduire le taux d'absentéisme, ça permet de sentir que son employeur fait un effort particulier, ça limite aussi, on va dire, la volatilité des collaborateurs quelque part. Donc ça a des effets vertueux multiples. Ce n'est pas simplement uniquement celui de la santé. Et une dernière micro-question avant de nous tourner vers les autres intervenants. Est-ce que vous appuyez du coup sur des… voilà, vous dites on ne le fait pas tout seul, des partenaires qui sont les opérateurs de ces programmes de prévention? Qu'est-ce que vous appelez, c'est-à-dire est-ce que vous appuyez sur des opérateurs qui font ces fameux programmes de prévention? Fait. D'accord. Tout à fait. Nous, là, on ne fait pas nous tout seul, hein. On co-construit avec des partenaires solides, pour moi, qui ont une assise scientifique, une assise technologique, parce que tout ça, à distance, ça fonctionne, qui ont une approche humaine aussi, parce qu'on voit bien que dans tous les échanges, y compris dans les newsletters, même pour 15 000 personnes, ça veut dire qu'il faut avoir une régularité de dialogue avec les personnes, ça veut dire qu'il faut créer de l'émulation entre les gens et qu'il faut qu'eux-mêmes, entre eux, ils aient envie de continuer et qu'ils créent ce sentiment de communauté au sens noble du terme, et que du coup, derrière, c'est quelque chose qui s'auto-entretient et qui donne envie. Mais quand vous avez un taux d'adhésion dans une newsletter de 50%, c'est-à-dire qu'une personne sur deux va récupérer l'information et la lire jusqu'au bout, c'est juste énorme. Donc, ça veut dire que vous avez capté l'attention des gens et vous avez créé, dans le bon sens du terme, une forte adhésion à un principe qui va modifier. Et puis après, j'en terminerai par là. Le but, ce n'est pas de tenir par la main les gens pendant ad vitam aeternam, mais c'est de leur donner, c'est pour ça qu'on a appelé ça le programme étincelle, c'est-à-dire pendant une durée scientifiquement éprouvée de nombre de jours, qui fait qu'au-delà de ça, le comportement des personnes est modifié dans la durée. On n'a pas besoin de les tenir dans la durée sur une année, et on a besoin par contre de leur donner un coup de boost, et à partir de là,
la plupart des gens nous disent, ben, par rapport à ça, je me suis inscrit dans un club, j'ai créé une activité par rapport à ça, j'ai réinvesti un engagement social et citoyen sur tel truc, et là, on a gagné. On a gagné un réinvestissement dans le champ social de personnes qui étaient un peu en déshérence pour elles-mêmes et pour la société. Voilà, Merci beaucoup globalement. pour ces éclaircissements. Je pense que ce sera très précieux à notre auditeur aussi pour comprendre vraiment l'action d'Agile2R, la mondiale. Pierre, et ensuite j'ai une question aussi pour Jean-Manuel. Pierre, vous aussi, il y a une dynamique aussi d'enrichissement. Alors, c'est pas le pôle que tu diriges, mais c'est une action de la Mutuelle Générale, notamment avec Flex Service. Est-ce que tu peux juste nous présenter ce que c'est et en dire un mot sur les services qui sont ajoutés justement à ces actions cœur de métier que vous pouvez faire? Ton micro, Pierre. Pardon. Flex, c'est une entreprise qu'on a créée effectivement et qui est une jeune entreprise puisque je crois qu'elle a 4 ans. On s'adresse aux entreprises et en fait, alors c'est une activité totalement lucrative, hein, là on n'est plus dans l'action sociale ou voilà, hein. Oui, tout à Là, fait. là on sort du sujet, hein. Donc c'est vraiment des services qu'on propose aux entreprises, qui sont vendus aux entreprises, comme de la conciergerie, comme de l'aide aux aidants, comme du ménage, des cours particuliers pour les enfants, plein de choses que l'on package et que l'on essaye de vendre aux entreprises, voilà, de toute taille, pour leurs salariés, pour elles-mêmes. Voilà, tout simplement. Après moi, ce que je voudrais, c'est revenir sur ce que dit Eric, qui était extrêmement complet et auquel j'adhère totalement. Je voulais, en complément de ce qu'il dit, dire que la société, elle s'invite dans l'entreprise aujourd'hui. Et les entreprises ne peuvent plus ignorer que la société est dans l'entreprise à travers leurs collaborateurs. Donc c'est aussi un peu l'effet Covid qui a fait on a pris tous conscience d'un certain nombre de choses. Il y a eu des révélateurs, il y a un certain nombre de choses qui font que ça a peut-être accéléré aussi, comment dire, cette valeur de l'action sociale. Et on parlait de mesure d'impact. La mesure d'impact, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à mener sur des projets d'action sociale parfois. Je dis parfois parce que pas tout le temps, hein. On peut avoir des indicateurs qui sont très justes et on peut mesurer très nettement la valeur d'un projet, mais c'est pas toujours si évident que ça. Quand on rentre aussi sur des sujets aussi complexes que la valorisation des salariés aidants dans une entreprise et comment faire en sorte qu'un aidant se déclare dans l'entreprise comme étant salarié pour pouvoir ensuite l'accompagner, c'est quelque chose qui passe par plusieurs canaux. C'est quelque chose d'assez complexe qui doit embarquer la DRH, qui doit embarquer plusieurs parties prenantes de l'entreprise. Et tout ça, ce sont des choses qui sont pas forcément mesurables dans un premier temps, mais qui s'inscrivent dans le temps. Et comme le disait très bien Eric, toutes ces actions que l'on met en place, quels que soient les groupes, vont pour essayer d'accompagner les publics et faire en sorte que ces publics, sur les sujets sur lesquels on les accompagne, puissent avoir un mieux-être et puissent être accompagnés tout au long de leur durée de vie. Alors, nous, par exemple, je cite un exemple et je termine là-dessus. À la Mutuelle Générale, on a choisi avec l'Observatoire d'adresser un guide sur les médecines complémentaires et alternatives. Donc, ça peut Mon Pierre, micro on a un s'est souci. coupé. Voilà. Ouais. Vous m'avez entendu? Oui, je disais, dans le cadre des travaux de l'Observatoire, on a adressé un guide sur les médecines complémentaires et alternatives. Donc, c'est quelque chose auquel on croit, nous, très fort. Mais effectivement, comme le disait extrêmement bien Eric, encore faut-il que les publics se l'approprient. Et si on veut que le public se l'approprie, il y a un accompagnement, il y a de l'information, il y a de la prévention. Ce sont des choses récurrentes. Eric parlait de newsletters, mais effectivement, c'est quelque chose de récurrent qui doit être fait. Et c'est aussi un des rôles de nos institutions de faire beaucoup d'information et de prévention. Et je rappelle que l'information et la prévention, et là je pense aussi particulièrement aux aidants, c'est pas quelque chose qui coûte particulièrement cher,
mais c'est quelque chose que tout un chacun peut faire, et à commencer par nous, institutions de prévoyance, mutuelles, voilà, assureurs. Merci beaucoup, Pierre. Je vois que Jean-Manuel euh, est là à nous encore. Jean-Manuel, justement, là, on est sur les actions très concrètes de... Ah, pardon. Si, c'est bon. Les Oui. actions très concrètes des instituts de prévoyance et de leurs unions. Est-ce que tu peux nous dire un mot notamment de ce que fait la Fondation CIRP et des projets notamment que vous pouvez soutenir? La fondation elle a trois objets. La première, c'était sur les orphelins. Donc, c'est une fondation d'entreprise sur les orphelins. Après, elle a ouvert son objet au handicap et à la perte d'autonomie. Donc, aujourd'hui, on a de mémoire 1,4 million par an de dédiés à la fondation et avec une aide sur des associations, des projets, sur ces différentes thématiques. Donc, je ne pourrais pas vous en parler en vous disant particulièrement quel sujet on a fait. On en a fait beaucoup sur la voile. Pourquoi? Parce que c'est un sujet, je dirais, d'accompagnement, je dirais, des jeunes face à ça. Mais on a d'autres sujets aussi de recherche. On finance des recherches, y compris sur des personnes handicapées en fin de vie. Et ça, on le fait avec la FIRA, qui est la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. Son ancien président était Axel Kahn et aujourd'hui, c'est Patrick Goé. Donc, le site de la Fondation permet de voir toutes les actions qui sont multicanales sur cette thématique. Merci beaucoup, Jean-Manuel. Je voulais qu'on garde notre dernière partie d'échange s'il y a des questions éventuelles. Néanmoins, j'aimerais bien qu'on fasse un tour de table parce que un dernier, alors sans question particulière, mais si Pierre, Jean-Manuel ou Eric, vous vouliez rajouter un mot sur une question que je vous ai pas dit, mais qui était particulièrement important à traiter. Je vous laisse la parole libre avant qu'on passe aux questions. Moi, je vais vous prendre la parole tout de suite. Je pense qu'on est dans une société où aujourd'hui, ce choc démographique est essentiel. On voit bien que, je dirais, on est de plus en plus tôt aidant et que cette thématique est essentielle et qu'aujourd'hui, on a dessus en même temps l'allongement de l'espérance de vie, mais l'allongement aussi au travail. On a bien vu le passage de 62 à 64 ans et que ce sujet-là, si vous voulez, est essentiel dans notre société, la cohésion sociale entre les actifs et les retraités. Vous savez, quand on parle d'aidants, c'est entre 11 et 12 millions, hein, c'est le chiffre qui paraît dans toutes les bonnes feuilles et toute la presse. Mais en gros, on en a 5 millions à 6 millions qui sont des aidants salariés. Les autres, ils sont invisibles. Donc, être aidant, c'est comme une pièce de monnaie. Vous avez pile et face. C'est-à-dire que si elle tombe sur la tranche, vous avez deux visions. Soit vous avez une vision où on dit l'entreprise est là pour ça et je n'ai pas rappelé ce que je dis sur la RSE, et l'autre partie, elle est invisible et c'est les aidants qui sont retraités. Et notre sujet aujourd'hui, c'est aussi ça, c'est comment accompagner tous les aidants dans la société. Voilà le message à faire passer. Nous, on a travaillé sur l'observatoire avec les aidants salariés. Vous comprenez bien le droit privé. On va ouvrir ça aux jeunes et aux fonctionnaires, mais il ne faut pas oublier aussi les retraités. Ça sera le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup, Jean-Manuel. Eric, Pierre, je ne sais pas dans quel sens. Pierre a son micro allumé, je me tournerai vers Eric, je t'en suis. Tu veux Eric? rajouter un mot, Pierre? Alors, je vais ajouter un mot. Non, en fait, alors, j'abonde complètement dans ce que vient de dire Jean-Emmanuel, évidemment sur les aidants, hein, qui est un sujet extrêmement cher à la Mutuelle Générale et sur lequel on travaille depuis des années, notamment plus précisément avec l'Observatoire sur les aidants salariés. Moi, je pense que il y a aussi beaucoup, à travers l'information et la prévention que l'on peut faire, beaucoup d'acculturation à faire. Il y a beaucoup de chemin encore à faire, mais vous voyez, sur l'Observatoire solidaire, cette année, dans la feuille de route,
on mène une étude avec un cabinet d'avocats spécialisé en droit social sur le financement des solutions que les entreprises peuvent mettre en place. Et ce financement, alors on a parlé de HDS, effectivement, c'est une des solutions, mais il n'y a pas que. Et moi, je parlais d'un plan épargne dépendance qui pourrait être abondé par les entreprises ou qui pourrait être abondé par l'État. Euh, euh, toute solution financière est bonne à prendre face aux défis démographiques qu'on a et face à ce défi du vieillissement de la société. Être aidant aujourd'hui, ça va toucher n'importe qui, comme l'a dit Jean-Emmanuel. Donc aujourd'hui, travailler sur le sujet des aidants, c'est aussi travailler plus globalement sur le sujet de la fragilité. Et travailler sur le sujet de la fragilité en entreprise, quand on traite le sujet des salariés aidants, ben, la fragilité, elle peut subvenir de plusieurs sujets, plusieurs événements. Et ce sujet de fragilité, c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'il doit être complètement traité par l'action sociale de nos entités. Merci beaucoup, Pierre. Eric, et je vous invite à poser vos questions dans le chat en attendant si vous en avez. Oui, pour moi, ce qui me semble important, c'est le mot d'interdépendance. Parce que finalement, et je vais dire quelque chose d'absolument banal, la complexité, c'est pas simple. Et on voit bien, on est tous des intervenants, je pense, sincères, qui voulons faire avancer des choses, mais on voit bien que ce qui est important, c'est cette interdépendance, cette création de coalition d'acteurs, d'aller dans le même sens pour pas empiler les solutions, ce qui n'est pas évident parce que ça nécessite beaucoup de travail d'ingénierie pour faire ça. Du coup, moi, je salue bien sûr Silver Valley de ce point de vue parce que c'est un écosystème qui est très intéressant parce que du coup, ça réunit un certain nombre d'acteurs différents, mais dans un but de faire avancer quelque part une ou des causes dans le même sens. Et ça, c'est absolument pour moi fondamental, cette notion d'interdépendance. On va tous être à un moment donné ou à un autre sujet à une ou plusieurs phases de fragilité dans nos vies, de vulnérabilité. Voilà, on va être aidant à des moments, on va être aidé à d'autres, on peut être aidant d'une personne en situation de handicap, d'une personne âgée, d'un enfant, de soi-même. Donc on pèse sur son entourage, on a son entourage qui pèse sur nous. Donc ça veut dire que pour moi, en disant ça, c'est que tout est relié. Et il faut absolument arriver régulièrement à travailler ensemble sur des sujets pour les inscrire par contre dans la durée, pour transformer durablement les curseurs de la société française. Il faut arriver à les travailler dans la durée et faire avancer ces sujets-là pour éviter que ça fasse juste pchit. Donc pour moi, les démarches comme les vôtres ou les écosystèmes comme ça sont précieux parce que justement, ils permettent de travailler ensemble pour faire émerger des modèles qui sont intelligents dans la durée. D'ailleurs, on n'est pas concurrents les uns les autres sur ces sujets-là. Non, S'il y a bien un sujet, les aidants, c'est vraiment quelque chose voilà, qui n'est pas clivant, qui ne doit pas être clivant. Et encore, j'entends, je vous confie un secret, mais j'entends au sein de la gouvernance de la Mutuelle Générale des reproches parce que des fois on est sur un projet, je leur propose de financer un projet où il y a déjà AG2R, il y a la Malakoff Médéric, etc. Et on me dit, oh ben non, ils y sont déjà, on va pas y aller nous. Bon, non, c'est ridicule parce que je pense que effectivement cette histoire de reliance. Et sans être un bisounours non plus, parce qu'il faut être bien conscient des enjeux, mais je pense que cette histoire de reliance et cette histoire de complémentarité, sur certains projets, elle peut jouer pleinement. Et c'est l'intérêt de nos institutions et de travailler ensemble. Merci beaucoup à tous les trois. Il y a une question dans le chat, mais avant de la poser, elle sera pour toi, Pierre. Cette question-là, on l'a gardée de côté. Je voudrais synthétiser quelque chose pour les entrepreneurs que j'accompagne au quotidien à Silver Valley, c'est que, en fait, vous avez bien compris que, en effet, les orientations de soutien et des publics cibles entre la prévoyance et l'activité que vous connaissez de ces groupes-là de retraite complémentaire n'est pas du tout la même. C'est vraiment ça qu'on a voulu montrer et que nos intervenants ont parfaitement fait pendant ce webinaire, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes publics cibles, les mêmes orientations, les mêmes moyens et les mêmes objectifs. Là, on a parlé beaucoup de l'entreprise, des salariés en activité, et évidemment un peu moins on en a parlé certes, mais aussi des retraités, quoi. Donc c'est ça qui est hyper important pour vous de noter, en tout cas si un jour vous avez la chance et l'occasion de travailler avec
ces groupes-là. Pierre, du coup, la fameuse question, elle était là depuis un bout de temps de Margot de Citigem sur est-ce qu'il peut y avoir des projets d'expérimentation alors qui sont portés pas par la société Citigem qui, elle, est une SAS, mais par un consortium d'acteurs ou un acteur à but non lucratif de terrain, un groupement d'établissement, par exemple, sur les projets d'expérimentation liés au diabète et l'activité physique. Quand est-ce que se fait le dépôt des dossiers? Je crois que tu l'as dit, la date. Oui, effectivement, c'est en octobre notre appel à projet externe sur la fondation d'entreprise, la Mutuelle Générale. Moi, ce que je voudrais dire sur les expérimentations, c'est que par exemple, sur le projet que j'avais cité sur Alzheimer, c'est tripartite, c'est-à-dire qu'on passe par l'Université de Bretagne Sud, qui est habilité à recevoir les fonds de la fondation et qui peut nous émettre un reçu fiscal et qui va reverser les fonds aux porteurs de projets pour mener à bien de façon opérationnelle une expérimentation, pour valider en fait ce qu'il veut faire. Donc c'est tout à fait possible de financer des expérimentations via une fondation d'entreprise. Sachant que je rappelle ce que c'est qu'une fondation d'entreprise. Une fondation d'entreprise, ça a un intérêt, ça doit agir dans l'intérêt général. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour financer des projets uniquement sur nos adhérents. Et là, on serait rattrapé par nos commissaires aux comptes, évidemment. Et ça, je le rappelle aussi à nos élus et je le rappelle aussi souvent à mon président, c'est qu'une fondation est là pour financer des projets d'intérêt généraux. Alors, ça peut être de la recherche fondamentale, ça peut être des expérimentations, ça peut être des projets innovants, des tests de projets innovants, ça peut être plein de choses. Mais voilà, c'est tout à fait possible, puisqu'on le fait, de financer des expérimentations via une fondation d'entreprise. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense parfaitement, Pierre. Mais je crois qu'on n'a pas d'autres questions et qu'on a été, enfin, vous avez été, pardon, tout à fait exhaustif sur vos interventions. Je vous propose qu'on s'en arrête là, du coup. Merci, Pierre. Merci, Eric. Vraiment, merci, Jean-Manuel également. Pour vos interventions qui sont précieuses. Parce que voilà, on a eu dans l'Assemblée, j'ai regardé évidemment des structures innovantes. J'ai vu des collectivités, j'ai vu d'autres institutions. Donc c'était vraiment, on profite tous. Et c'est ça aussi qui est bien à Silver Valley, c'est qu'on se retrouve tous parfois ensemble avec un intérêt commun, évidemment, c'est au bénéfice des seniors et de leurs aidants, bien sûr. Et merci encore et à très vite tout le monde pour le reste de la Merci. Silver Week. Merci bien, bonne continuation. Merci, à bientôt. Et on se retrouve dans moins d'une heure pour les marchés publics dans le monde médico-social, la commande publique avec le RESA. Voilà, merci à tous, bon après-midi. Merci à vous tous.